nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage de votre émission ce soir. Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre prime du soir. Camdis TV s'installe avec son émission qui prend de l'envol dans différents ménages et même à l'extérieur. C'est l'occasion pour nous d'évoquer les questions d'actualité dans notre pays, le Cameroun. Tout de suite, nous parlerons du désordre urbain dans les villes du Cameroun. Le cas de Yaoundé ces derniers temps. On parle de cet engagement du maire de la ville qui décide donc d'œuvrer davantage pour le rayonnement de la cité à travers quelques zones de reboisement pour embellir l'environnement, notamment dans quelques quartiers de Yaoundé. Mais à côté, on parle de ce désordre urbain qui semble véritablement prendre du galon. L'occupation anarchique de la voie publique, les emprises publiques également sont occupées par des commerçants ambulants. Pourtant, d'aucuns estiment qu'ils paient l'OTVP, qui est l'occupation temporaire de la voie publique. On parlera de cela au cours de cette émission ce soir. Et puis, dans le cadre de cette insalubrité, on parle des boues de vidange dans la ville de Yaoundé, difficile à gérer, même si on sait que du côté de Mbankomo, quelque part là-bas, il y a un projet en vue de mettre sur pied une entreprise de recyclage de ces boues de vidange. On parlera de cette actualité ce soir et puis on sortira dans le cadre de cette émission ce soir avec le coronavirus. C'est une question qui interpelle au sommet l'État du Cameroun et même les populations à la base pour lutter efficacement contre cette pandémie qui décime le continent africain. Mais la question ce soir marque l'interrogation du ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tangandji qui interpelle, voire réussit tout de même à dire que ces églises rament à contre-courant des indications du gouvernement de la République dont les églises réveillent ces derniers temps. Le discours est aux populations et de demander à ses fidèles de ne pas respecter le port des masques et d'ailleurs d'accentuer le discours selon lequel le coronavirus n'est pas effectif au Cameroun et que c'est une maladie européenne. Elle n'a rien à voir avec notre pays. Pire, le ministre de l'administration territoriale dit clairement que ces églises qui fonctionnent au Cameroun n'ont pas d'autorisation légale. Il est donc sur le point de sévir dans quelques jours. Madame, bonsoir, messieurs. Une fois de plus, bonsoir. Merci d'avoir choisi Camdis TV. Nos invités ont déjà pris place ce soir dans ce studio, mais nous allons à l'international avec cette question qui a trait au gouvernement ivoirien. Dans quelques heures ou alors quelques jours, peut-être demain, sera proposé le tout nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, indiquait clairement dans un tweet il y a 24 heures qu'il sera question pour lui de nommer un tout nouveau chef de gouvernement de la République qui sera chargé de proposer quelques membres. Et alors, pour l'occasion, il a donc choisi son secrétaire général, Patrick Hachi, lui qui était chef de gouvernement par intérim après le décès d'Ahmed Bakayoko. Donc, il a été confirmé il y a quelques heures à son poste. Et nous recevons dans le cadre de cette émission ce soir le docteur Soli Joël Rodrigue, il est observateur de la scène politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Merci également. C'est moi qui dois vous remercier puisque je suis très heureux de partager cette émission avec vous. Merci bien. En tout cas, c'est la vôtre, c'est votre espace. Vous aurez l'occasion de nous retrouver à tout bout de champ lorsque la préoccupation sera nôtre et aussi vôtre pour l'ensemble des Camerounais et des fidèles téléspectateurs de Camdis TV. Je vous accueille avec la question internationale. La Côte d'Ivoire, un tout nouveau chef de gouvernement a été choisi il y a quelques heures par le président Alassane Dramane Ouattara. Derrière cela, la volonté, c'est de conduire un gouvernement, sans oublier que derrière, il y a eu des événements qui n'ont pas honoré l'Afrique tout entière parce que remplacer deux chefs de gouvernement décédés en l'espace de 9 mois par là, ça fait quand même craindre, mais tout de même on espère que Patrick Hachi, qui prend fonction, viendra apporter une touche particulière dans la gestion des affaires du pays. Oui, cela n'est pas... on ne constate pas une grande surprise puisque le président Ouattara exerce toujours avec son entourage depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. Puisque jusqu'aujourd'hui, on constate que tous les premiers ministres qui entourent le gouvernement de Ouattara sont issus de son parti politique. Et la plupart sont par ailleurs ceux qui l'ont coopté au pouvoir, si on peut dire coopté, bon, mais qui ont milité pour lui, pour qu'il accède, pour qu'il garde cette magistrature suprême jusqu'aujourd'hui. Également qui ont accompagné, ça a été un coup dur pour le RHDP, la perte de Ahmed Bakayoko. En tout cas, l'image, vous l'avez, le tout nouveau Premier ministre chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui a été nommé il y a quelques heures, qui sera donc chargé peut-être demain samedi de proposer un gouvernement qui va conduire les affaires de la nation du côté de la Côte d'Ivoire. Le docteur Emmanuel Désiré Atangana nous a retrouvés dans ce studio. Bonsoir docteur et bienvenue.
Bonsoir à vous, monsieur Serge Bondier. Nous saluons le panel aussi riche et diversifié. Nos hommages à la charmante équipe qui nous accompagne cet après-midi. Et surtout, nous saluons également les milliards de téléspectateurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde entier. Merci bien. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir en temps opportun dans ce studio pour échanger. Mais la question d'entrée, c'est la Côte d'Ivoire qui a un tout nouveau chef de gouvernement. Patrick Achi a été confirmé à ce poste par Alassane Dramane Ouattara. Les enjeux, les défis sont énormes pour accompagner ce pays qui sort des situations difficiles. En tout cas, le communiqué a été rendu public venant de la présidence de la République. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle qui permet à Patrick Achi désormais de conduire le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire? Bon, c'est la confirmation de l'intérimaire à son poste, tout simplement. Il était intérimaire, donc il jouait déjà cette fonction, ce rôle de Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Il a été confirmé, bien évidemment, par le président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est un principe, et ce principe-là est consacré à la Constitution ivoirienne. Il faut bien savoir que l'exécutif en Côte d'Ivoire est bicéphale. On a justement un chef d'État qui définit la politique de la nation et un gouvernement qui doit justement appliquer cette politique-là. Et il faut bien évidemment un chef de gouvernement qui doit justement jouer dans le rôle de coordinateur de cette politique qui est initiée par justement le chef de l'État. La raison pour laquelle justement le président Ouattara n'a pas choisi très loin, il a choisi son plus proche collaborateur qui a été bien évidemment son secrétaire général à la République, qui justement joue déjà le rôle de coordination, même en sourdine, qui pouvait facilement passer à une proposition de texte au gouvernement afin que justement le gouvernement puisse appliquer cela. Et Patrick Achi aura fort à faire. D'abord réussir à concilier ce gouvernement, trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais aussi réussir le pari de réconcilier les Ivoiriens eux-mêmes, lorsqu'on sait que la classe politique est encore très divisée avec l'élection d'Alassane Dramane Ouattara il y a quelque temps du côté de la Côte d'Ivoire, qui a tout de même jeté de l'opprobre dans le jeu politique ivoirien. D'aucuns n'accordent pas beaucoup de crédit au président Alassane Dramane Ouattara parce que sur le plan social, le mal-être y est, mais les Ivoiriens voient tout de même le pays prendre de l'envol avec des infrastructures de développement, routes, ponts et chaussées entre autres, mais c'est que l'Ivoirien à lui-même, de manière intrinsèque, ne ressent pas le changement en Côte d'Ivoire. Son défi premier, c'est justement de pouvoir proposer un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui pourra justement encenser la légitimité du président Ouattara. Nous pensons justement qu'il saura trouver des hommes qu'il faut pour les placer aux places qu'il faut également à des délais assez raccourcis et limités. Si ce gouvernement n'est pas déjà arrêté. Et son deuxième défi sera tout simplement de pouvoir davantage consolider le parti au pouvoir face justement aux défis qui vont justement se présenter dans l'animation justement du jeu au sein du Parlement. Donc vous aurez compris, au sein du Parlement ivoirien, vous aurez compris qu'il a franchement du travail à faire. Et nous souhaitons bon vent à l'artiste. Il faut voir le maçon et le juger au pied du mur. Et en tout cas, ce sera une valeur ajoutée pour ce pays. Je sors avec vous par cette question. C'est également qu'il y a quelques mois, lors de la refonte, ou alors lorsqu'il proposait des postes ministériels pour refaire une certaine paix en Côte d'Ivoire, on sait que l'un des adversaires, parmi les 4 candidats qui étaient engagés à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Kakabe, donc Kouadio Konan-Bertin, a été nommé, après cette élection, ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais sauf que depuis 4 mois, on n'a pas de signaux. Il est resté dans ce couvert-là. Finalement, on n'a pas d'action de terrain de sa part. Est-ce que Patrick Achi viendra être pareil comme lui, ou alors il apportera une innovation dans la gestion des affaires en Côte d'Ivoire? Quand on vous confie un poste de département ministériel, vous êtes bien placé justement pour pouvoir jouer le rôle de coordination. Donc, ce qui s'est passé à cela 4 mois ne peut pas forcément s'appliquer justement envers le Premier ministre actuel. Tout dépend de sa capacité à davantage manifester une dynamique proactive. Nous avons eu un ancien chef du gouvernement, je pense en 2010, qui rappelait aux membres du gouvernement, nous parlons ici de Philemon Yang, qu'il faudrait davantage inculquer dans les dynamiques gouvernementales une politique proactive, c'est-à-dire ne pas attendre que les affaires arrivent vers vous, mais plutôt anticiper. Et nous pensons justement que les gouvernants africains et beaucoup plus ivoiriens doivent justement
s'arrimer à cette donne que l'ancien Premier ministre camerounais a su donner dès 2010 au gouvernement camerounais. Merci pour ce rappel historique qui recadre, restitue l'histoire. C'est assez intéressant. Il faut rappeler que Patrick Hachi est né le 17 novembre 1955 à Paris. C'est un homme d'État ivoirien à la tête du conseil régional. D'ailleurs, il a commencé par là-bas. Depuis 2013, il est nommé en 2017 secrétaire général de la présidence de la République sous le président Alassane Dramane Ouattara. Puis en 2020, ministre d'État, il devient premier ministre par intérim en mars 2021. Et puis depuis ce jour, 26 mars 2021, il est chef du gouvernement. Nous évoquons toujours cette question relative à la Côte d'Ivoire, mais on accueille Simon Metsengue. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Simon et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tout le panel, bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. La question... me convient à votre grand débat. Merci de nous retrouver. En tout cas, question d'entrée de jeu. On ne va pas tout de suite parler de la Côte d'Ivoire, mais on a une question qui est essentielle, le sommier politique, de votre formation politique. C'est que ça arrive. Je pense que ces opérations prennent fin le 13 avril prochain. Débuté au Cameroun, dans les 10 régions, partout, votre parti est fortement représenté. Qu'est-ce qu'on peut avoir, ou alors qu'est-ce qu'on peut donner comme élément de terrain pour le moment? Vous savez, le sommet politique, ou du moins la validation du sommet politique que le RDPC a lancé, marque un peu la fin d'un cycle politique. Vous savez très bien qu'après avoir passé l'élection présidentielle, les législatives et municipales, les régionales, sans oublier les sénatoriales, il était question d'actualiser notre sommier et donc avant de renouveler nos organes de base. Donc c'est cette opération qui va se faire sur un mois. Évidemment, il y a des leviers qu'il faut restructurer, il y a un certain nombre de blessures qu'il faut penser pour qu'on se relance de façon bien plus forte et bien plus objective. Donc, je crois que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Les gens sont sur le terrain, nous-mêmes nous sortons du terrain, évidemment, pour essayer pas de structurer, mais d'actualiser la structuration du RDPC à la base. Et justement, le RDPC a célébré le 24 mars dernier son 36e anniversaire. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti reste debout, il avance avec les Camerounais, avec cette confiance. Est-ce qu'il y a des rendez-vous manqués ou alors des choses qui n'ont pas marché au sein du parti? C'est vrai que des batailles intestines sont souvent nées, mais on a trop fait de taire ces querelles. Vous savez, comme toute œuvre humaine, il y a toujours des soubresauts. Mais évidemment, le RDPC a toujours su concilier ce qui nous rassemble tous, qui est plus grand que ce qui peut nous diverger. Vous savez très bien que le RDPC a volé de victoire en victoire. C'est vrai que dès les débuts, dans les années 90, ça a été un peu difficile. Vous savez très bien que nous n'avons pas pu avoir, lors des élections de mars 92, nous n'avons pas pu avoir la majorité au Parlement, on a été obligé de coaliser avec des partis comme le MDR. Bon, après, nous avons pris connaissance du moins nous avons pris conscience de ce qu'il nous fallait faire et évidemment, nous avons volé de victoire en victoire, de victoire en victoire. Mais ce qu'il faut dire, le 30e anniversaire, autant pour moi, particulièrement moi en tant que membre du RDPC, j'avais un pincement au cœur par rapport au fait que le RDPC n'a pas Bamenda. Et ce qui se passe à Bamenda aujourd'hui, même si nous sommes en train de juguler cette crise progressivement, ça nous fait mal parce que nous aimerions bien aller fêter notre anniversaire parfois là où ce grand mouvement est né. Mais nous espérons que dans les prochains anniversaires, nous le ferons parce que les choses sont en train du RDPC, question fermée. Est-ce que vous avez le sentiment que le RDPC et les Camerounais se portent bien? Oui, le RDPC, le Cameroun est debout. Et même sur le plan social. Oui, le Cameroun est debout. Nous avons les revendications des Camerounais sur le plan social, pas d'énergie, pas d'énergie électrique, pas d'eau potable entre autres. Non, on ne peut pas dire pas. Il y a des manquements. Et c'est même ça qui constitue la vie, parce que si vous n'avez plus de problème, alors vous ne vivez plus. Donc nous sommes en train de juguler progressivement ces problèmes-là, mais nous pensons que le Cameroun est debout et les choses iront de mieux en mieux. Merci Simon Metsengue. On parle de la Côte d'Ivoire, c'est le premier, en tout cas c'est l'entame de cette émission qui nous a intéressé. Patrick Hachi, âgé de 65 ans, très proche conseiller, le chef de l'État ivoirien a été confirmé il y a quelques heures au poste de chef du gouvernement de la République. C'est une nomination tout de même qui peut
prêter à certaines interrogations. Lorsqu'on sait encore que remplacer deux imminentes personnalités, Amadou Gon Coulibaly qui est décédé il y a pratiquement 10 mois par là, et par la suite Ahmed Bakayoko lui aussi décédé il y a quelques mois à l'âge de 56 ans, Patrick Yachi 65 ans qui prendront les rênes de l'administration centrale, donc du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a des défis à relever à votre avis. Est-ce que tout sera facile pour lui lorsqu'on sait encore que sur le terrain il y a des radicaux qui existent, notamment le Front populaire ivoirien et bien d'autres formations politiques. Il y a la question qui a trait au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, même s'il y a un mandat d'arrêt international qui pèse contre lui. Il y a aussi le cas Guillaume Soro et bien d'autres leaders politiques qui sont sur place. Et s'il saura jouer la carte de l'apaisement en tant que chef de gouvernement? Tout d'abord, il faut noter que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère et ami. Ce pays-là, nous le portons tous dans notre cœur. Et il y a 8 mois aujourd'hui, ils ont perdu un chef de gouvernement. Chef de gouvernement, c'est un poste, en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, c'est un poste constitutionnel. Vous savez que le chef du gouvernement, le Premier ministre, est issu de la majorité au Parlement. Donc c'est un poste éminemment très important. Et quand vous perdez un Premier ministre, un second, c'est comme si c'est un coup de massue qui vous tombait sur la tête. Donc nous sommes de tout cœur avec ce pays frère et ami, et nous pensons que les choses doivent se faire, doivent aller de mieux en mieux. Le Premier ministre qui arrive aujourd'hui, il faut se dire une chose, il est un exécutant. Ce n'est pas à lui de définir une quelconque politique. S'il y a quelque chose à faire, je crois que il est du devoir du président de la République, c'est lui qui définit la politique de tout. Donc s'il y a réconciliation à faire, c'est à lui de le faire. Mais il faut quand même noter une chose. Personnellement, la Côte d'Ivoire est un pays assez fragile. Fragile depuis pratiquement les années 2011, parce que la crise qui a été gérée de façon assez indélicate, c'est le mot qu'il faut dire. Et je crois que le président Alassane Ouattara, qui est un homme très mature, je crois que avant la fin de ce mandat, devrait faire un geste qui va dans la mesure où, bon, au-delà des questions de juridisme, où on s'est dédié, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire s'est dédiée, donc la Cour constitutionnelle s'est dédiée, c'est-à-dire que dire que tel est président, après dire que tel est président, on peut mettre ça de côté. Il y a le fait que les scores étriqués de 48, 52, ainsi de suite, étaient pratiquement des scores qui montraient que les Ivoiriens étaient partagés. Et prendre une personne et l'envoyer dans un pays comme à la CPI, ou du moins dans un tribunal comme la CPI, qui, pour certains, en tout cas, ce qu'on retient, je rappelle que, je vais quand même fermer, je rappelle que la Côte d'Ivoire comme le Cameroun n'en était pas membre. Donc je crois que la solution devrait venir par là. Et donc le tout premier Ivoirien, qui est le président Alassane Ouattara, c'est une doléance, c'est une exhortation de faire table rase sur cela, permettre que tout le monde revienne à la maison et pouvoir discuter. Je crois que la Côte d'Ivoire ira de plus belle. En tout cas, l'Afrique en a besoin. L'Afrique en a besoin d'une Côte d'Ivoire en paix. Mais sauf que les Ivoiriens ne sont pas tous unanimes sur la question, parce qu'il y a eu 2 protagonistes engagés dans cette bataille qui a fait déporter un seul d'entre les deux du côté de la Cour pénale internationale. Il faut bel et bien qu'on trouve un responsable des 3000 morts pendant cette crise post-électorale. En tout cas, c'est un autre débat, on aura l'occasion d'en parler sur cette antenne. En tout cas, ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a un tout nouveau chef de gouvernement qui a été nommé par Alassane Ouattara. Forcément, dans nos prochaines émissions, on parlera de ces grands défis qui attendent Patrick Yachi, à 65 ans, remplace Ahmed Bakayoko. D'ailleurs, il a été intérimaire pendant quelques jours et aujourd'hui, il est confirmé. On verra dans les toutes prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, quels sont ces grands défis, quel est son cahier de charge et où pourrait-il ne pas réussir le pari, ou alors la confiance qui a été mise en lui par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Et nous abordons la première thématique de ce soir, c'était justement le sujet d'entrée. On parle de l'insalubrité, on parle du désordre urbain dans la ville de Yaoundé. Joël Souli, docteur, Yaoundé tout de même fait ses petits pas. On a un tout nouveau maire, le maire de la ville qui est là, mais dans les arrondissements, même s'il y a un système qui a été mis en place qui permet la collecte des ordures dans différents arrondissements de la ville, mais sauf que dans les marchés, on observe encore c'est un immondice et par endroits l'occupation anarchique de la voie publique. Quel cliché, quel regard portez-vous sur la capitale politique du Cameroun, peut-être bien au-delà sur d'autres villes, relativement à la lutte contre les désordres urbains? Oh oui, je vais par là dire que c'est une désolation, une très grande désolation pour nos capitales, pour nos villes, pour ce qu'on entend même par ville au Cameroun. Mais on peut justifier cela, on peut trouver aujourd'hui les justificatifs par le fait que le désordre urbain
semble être systématique au Cameroun. Systématique pourquoi? Je m'explique. Parce que il n'y a qu'à voir les modes de vie des citoyens camerounais. Il n'y a qu'à voir les modes de vie des citadins. Il y a un manque de prise de conscience à la base. Ce manque de prise de conscience, d'une manière ou d'une autre, indique la volonté politique, la volonté politique de pouvoir, d'une certaine manière, mettre sur pied sa politique et de voir les résultats de sa politique. Pourquoi? Parce que regardez un peu comment est-ce que l'espace urbain est occupé aujourd'hui par les populations de Yaoundé, puisque nous parlons précisément de Yaoundé. On a comme l'impression que les trottoirs sont véritablement occupés par ces commerçants qui payent une certaine taxe. L'État ou alors les mairies savent bien que l'occupation temporaire de la voie publique est assujettie à une taxe, mais sauf que les piétons sont obligés, désormais les usagers de la route sont obligés de disputer la voie principale avec les véhicules, avec les motos. On n'a même pas de piste cyclable. Est-ce que la réflexion ne devait pas être menée ailleurs pour améliorer la qualité de la voirie au Cameroun? Oui, sur cette question, j'ai eu la chance, il y a de cela 4 ans aujourd'hui, en 2017, de prendre part en colloque sur le désordre urbain, l'université de Ngaoundéré. Et dans ce colloque, on a abordé plusieurs thématiques. On a épluché en profondeur la question du désordre urbain au Cameroun, dans son sens phénoménologique, dans son sens pratique, et en esquissé quelques solutions. Il y a d'ailleurs un livre qui est paru sur ça, à l'issue de ce colloque. Le désordre urbain au Cameroun, comme je disais tantôt, est systématique. Pourquoi? Parce que nous assistons à une sorte d'anomie, à des désagrégation des règles dans la société. La grande ville de Yaoundé, nous savons sans doute que c'est une ville qui a été pensée depuis les indépendances. Et on dit par ailleurs qu'il y a une carte de Yaoundé. Mais on ne sait pas précisément quand on regarde la situation géographique de Yaoundé. Est-ce que c'est une ville qui reflète la ville intelligente du XXIe siècle qu'on escompte avoir? Premièrement, on se dit qu'il n'y a pas de voirie. Le plus grand problème du désordre urbain aujourd'hui, c'est la question de la voirie. Il n'y a pas de route à Yaoundé. Ça veut dire que le plan directeur d'une ville comme Yaoundé date d'il y a très longtemps. Donc on peut observer encore sur ces images les installations anarchiques des commerçants et même sur la voie publique. On ne peut plus circuler. Pourtant, c'est des espaces qui sont réservés à la circulation des automobiles. Chacun a le temps de se faire un petit passage. Peut-être on a commencé un début de solution du côté d'Olembe. On a quand même de grandes pistes, de grandes routes où les populations peuvent aisément circuler. Est-ce que c'est une nouvelle manière de penser la ville de Yaoundé au-delà du désordre urbain que l'on observe progressivement? Ne parlons même pas des marchés, là-bas c'est encore compliqué à voir. On peut te dire que c'est une stratégie des politiques. Reste à voir si elle va progresser, si elle va s'arrêter. Mais nous constatons aujourd'hui que le désordre urbain nous remet au grand jour l'impuissance de la puissance publique aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la tolérance qui fait en sorte qu'on ne peut pas enlever ces personnes qui sont installées sur la voie publique et sur les emprises publiques? Pourtant, cela constitue véritablement ce désordre. Mais comment expliquer qu'on se rende compte que ces personnes sont installées anarchiquement sur la voie publique et qu'on vienne y prélever des taxes? Est-ce qu'au-delà de ces indications, au-delà de ce que prévoit la réglementation, il faut simplement mettre en place cette tolérance administrative, laisser les gens s'installer comme ils veulent, en même temps on veut une ville propre et en même temps prendre de l'argent sur ceux qui sont mal installés sur la voie publique? Oui, cette cohabitation de l'administration et de la population nous laisse croire qu'il y a comme une sorte de désordre au sein de l'administration. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que l'administration peut venir prélever les taxes dans des endroits où elle sait exactement que c'est interdit d'y exercer, d'y occuper, mais elle se contente quand même de prélever des taxes à ce niveau-là. On se dit que bon, à ce moment-là, il y a comme une sorte d'impuissance de la puissance publique, il y a une sorte de désordre au sein de l'appareil administratif. Il y a aussi comme une perte de performance même de cet appareil administratif. Parce qu'on ne comprendrait pas aujourd'hui, est-ce que c'est l'activité informelle qui, d'une manière ou d'une autre, nourrit l'État, ou du moins c'est l'État qui doit créer les moyens et des conditions normales, accessibles, de sécurité pour que cette population puisse exercer.
exercer librement. En tout cas, c'est des batailles. On sait également que du côté des grands centres urbains, alors du côté des marchés, qu'il y a toute une grosse bataille dans le dépotage des conteneurs sur la voie publique. Ça crée des taxes, ça crée également des batailles ouvertes entre différentes administrations parce qu'il faut payer les taxes et autres impôts. Merci, docteur Soli. Docteur Emmanuel Désiré, à Tangana, la question du désordre urbain préoccupe au sommet des pouvoirs publics, mais sauf qu'en même temps, on veut administrer de manière claire, mais on est aussi engagé à y retirer les taxes et autres impôts. Mais comment combattre efficacement le désordre urbain lorsque les administrations ne se comprennent pas dans la gestion de la cité? Et en même temps, comment amener les populations à respecter tout ce qui est dicté par les pouvoirs publics en ce qui concerne le respect sur la voie publique et même l'occupation anarchique de cette voie publique-là? Non, nous disons tout simplement que tout part d'un principe. Un principe qui est consacré dans notre constitution, c'est-à-dire le droit qui est dévolu à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un environnement sain. Et un autre droit également qui est le droit, le principe d'aller, la liberté d'aller et de venir, et même de se fixer en tout lieu. Ce sont des droits qui sont reconnus en droit camerounais. Mais maintenant, l'exception, c'est la violation de ces droits. Et maintenant, qui viole ces droits? Ce sont des personnes qui pensent que leurs moyens de subsistance ou d'existence ne peuvent pas leur permettre de vivre en toute régularité. Et même quand elles voudraient bien vivre en toute régularité, elles préféreraient bien évidemment passer par la technique des réseaux pour pouvoir chercher une hypothétique régularisation. Parce qu'il faut noter que lorsque vous occupez de manière anarchique et irrégulière justement la voie publique, la seule alternative qui reste à l'administration publique, c'est de vous sommer de partir. Et lorsque vous ne partez pas, de vous dégarpir de là par des moyens de coercition que l'administration publique détient bien évidemment. Quand on convoque l'administration ici, nous convoquons au premier chef bien évidemment les collectivités locales. En concernant la ville, on fera allusion aux différents maires des villes et aux différentes communes d'arrondissement, c'est-à-dire les maires également, qui ont un droit de regard sur cet aspect, ce phénomène. Quand on le dit, on comprend très vite qu'à la réalité que le problème qui est posé, c'est-à-dire le désert urbain, amène quand même à revoir un peu ce mariage qui aurait pu justement donner une image assez éloquente à l'émancipation ou alors au développement des villes au Cameroun, si seulement ce mariage avait été bien conçu, ce mariage avait été bien consumé, c'est-à-dire la relation qui devrait unir l'administration aux administrés. Et on constate malheureusement justement que ce mariage entraîne à elle-même des gangrènes floues, c'est-à-dire déjà la corruption, le dépotisme, et pourquoi ne pas souligner ici même la volonté manifeste de faire obstacle au projet de l'administration pour que justement l'administration soit mal vue. C'est-à-dire nous parlons ici des opérateurs économiques qui font tout ce qu'ils peuvent ou tout ce qu'ils veulent pour pouvoir s'installer là où ils veulent. Or, quand on relit un peu la réglementation en vigueur, nous partons même de la réglementation, nous convoquons ici la loi du 4 avril 2004 qui traite des questions d'urbanisme au Cameroun. On comprend très bien qu'on avait défini les conditions de pouvoir d'installation d'un tiers dans des zones en milieu urbain, en milieu industriel et ainsi de suite, et des conditions également qui doivent amener la personne tierce justement à être justement l'élément catalyseur ou alors majeur qui devrait amener l'État ou alors les pouvoirs publics à pouvoir davantage concevoir une politique d'urbanisation au Cameroun. On se rend compte malheureusement que les deux éléments opposés ne s'entendent pas. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que ce n'est pas un problème de texte ou alors de respect des carrés soient réservés aux mairies, puisque nous sommes rentrés de plein pied dans la décentralisation au Cameroun avec la mise en place des régions? On se rend compte effectivement que l'administration centrale essaye d'organiser tant bien que mal et qu'à la base, véritablement, lorsqu'on observe sur le terrain, c'est vrai que les projets de loi sont là, les textes sont là entre autres, mais sur le terrain, la toute grosse différence, c'est que c'est du statu quo général et il n'y a pas de changement de manière globale. En matière d'humanisation, on convoque généralement
les collectivités locales qui sont très rapprochées des administrés et par extension l'administration centrale. Donc lorsqu'on convoque des textes, on convoque les institutions. Et au regard de cet alliage, ce mariage entre texte et institution, on comprend très vite qu'il y a une volonté manifeste de désobéir à la réalité. Et c'est le véritable problème qui est posé au Cameroun. Parce que quand vous lisez les textes de 2004 par exemple, on vous parle des schémas d'urbanisation au Cameroun, on vous définit les zones accessibles à la construction, les zones accessibles, accessibles à l'industrialisation, les zones même qui ne doivent même pas être accessibles pour construire. Mais allez du côté de la Maxi, par exemple, vous verrez des particuliers occuper des zones industrielles. Or, le texte de 2004 est clair, il ne faut pas occuper une zone industrielle de peur même justement que vous soyez justement le jour où cela arrivera. Et on peut être frappé d'une DUP. Hein. Exactement. Voilà, donc, mais vous voyez que ces personnes occupent ces zones parce qu'elles estiment bien évidemment qu'elles ont certainement trop de moyens ou alors parce qu'elles pensent qu'elles sont au-dessus de la loi. Est-ce que le droit camerounais consacre donc des personnes ou personnalités qui seraient au-dessus de la loi? La question est posée. Et quand je le dis, je convoque aussi le petit Ben Sikiner qui refuse donc également de respecter la réglementation aussi, qui pense être au-dessus de la loi. Vous voyez qu'à la réalité, c'est un problème de couple. Il faut certainement trouver, je convoque alors un maire, pour que le maire puisse ramener dans les couples à s'entendre, pour revoir ce qui sont dit devant le notaire. Et justement harmoniser. Quand je convoque le notaire ici, je convoque le législateur. On sait également que pour tout arranger, pour rentrer dans l'ordre, hein, dans le cadre de la gestion du désordre urbain observé dans les villes du Cameroun, on fait une fixation ce soir sur la ville de Yaoundé. On sait bel et bien que l'État, donc le gouvernement, a une grosse part de responsabilité. Mais comment ne pas agir lorsqu'on sait qu'on a besoin des villes bien faites, bien construites, avec des infrastructures qui nous attendent, avec les grands événements que nous avons l'occasion de recevoir? Pourquoi fait-on sur place face aux emprises publiques, face aux désordres urbains? Mais est-ce que l'administration centrale, avec la mise en place des super-maires devenus des maires de villes, des grandes villes comme Yaoundé, on ne peut pas attaquer à l'arraché la lutte contre le désordre urbain dans ces espaces vitaux? Même si on va au centre-ville ou alors les zones légèrement reculées du centre-ville, vous verrez que les populations occupent des espaces, même si ce n'est pas toute la journée. À certaines heures quand même, viennent s'installer. Ça donne un mauvais cliché, une mauvaise image de Yaoundé pour les touristes qui abordent ou alors qui descendent au Cameroun en cette période de Covid-19, ce qui n'est pas acceptable pour le commun des Camerounais. Serge, moi je dirais terre à terre pour les téléspectateurs. Je dois dire que j'aimerais d'abord dire que on n'a pas fait du statu quo. Quand vous regardez la ville de Yaoundé aujourd'hui, vous rentrez il y a 15 ans, c'est pas la même chose. Yaoundé, il y a des espaces où vous avez envie d'y rester. Moi, je parle du bois Sainte-Anastasie, je parle des cascades du Mfundi, je parlerai de beaucoup de choses. Je parlerai du lit du Mfundi qui a été refait. Et aujourd'hui, on peut circuler les deux voies. Je crois que les choses ont été faites. Mais je crois que le gouvernement fait beaucoup. Mais je note aussi que, parce que vous avez parlé d'insalubrité, c'est-à-dire que ici, c'est qu'on détériore ce qui a été fait. J'ai vu un cliché là sur votre image. Vous avez vu, des gens ont installé des choses à même le sol, mais sauf que le sol était marbré. C'est-à-dire sur la voie publique. Sur la voie publique. Mais il y avait c'était carrelé. Ça veut dire que l'État a fait son travail, mais maintenant, c'est la population qui vient installer le désordre. C'est comme ça. Et justement, il faut éduquer cette population-là qui a la responsabilité. Non, je voulais dire une chose, c'est quoi? C'est que moi, j'ai souvent du mal à entendre les mots du genre, il faut éduquer. Vraiment, le gouvernement est l'émanation même, c'est-à-dire que du peuple. C'est-à-dire que le responsable du gouvernement, c'est le peuple. C'est un peu comme si vous dites, il faut éduquer vos parents. C'est ça le problème. Alors, il faut dire une chose ici, c'est qu'il faut d'abord incriminer ceux qui le font. Il faut les incriminer, les responsabiliser. Voyez-vous, nous sommes en période de saison de pluie. Je suis sûr d'une chose, c'est que vous allez faire un reportage pour dire, voilà, quelqu'un qui s'est en train de pleurer, que sa maison est partie. Que, évidemment, voilà, l'État ne fait rien, nous sommes maintenant, voilà, nos matelas qui... Or, ces gens ont conçu dans les bas-fonds interdits par la loi. Voilà la vérité. Mais si on va fouiller, regardons aussi un peu la responsabilité des communes. Hein, non, parce que lorsque les gens s'installent dans une localité de manière anarchique, on la va commune est au courant, mais on réussit par les guerriers. On va étape par étape. Est-ce que la commune n'encourage pas ces installations? Je vais vous dire, on va étape par étape. Vous savez très bien que l'ancien, au temps, lorsqu'il y avait des délégués du gouvernement, l'ancien délégué du gouvernement est devenu
le président de région, le camarade Timivuna Gilbert, lorsqu'il a commencé à faire des casses, je vous rappelle que les gens disaient que voilà, il ne se soucie pas de nous, il mange bien, ainsi de suite, on va le tuer, on va jeter les cailloux sur lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une époque, il avait dit qu'il marchait avec son cercueil. Oui, mais évidemment, les gens trouvaient qu'il était cynique. On trouvait qu'il était cynique. Pourtant, quand l'histoire de Ngouache, je crois Ngouache, à l'ouest, à Bafoussam, quand il y a eu écroulement, c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte qu'il était visionnaire. Quand vous partez au Yuma Bango aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un espace vert loin derrière, c'est-à-dire qui fait respirer les populations. Or, à cette époque-là, tout était occupé. Vous regardez le lit d'une Fundi. Moi, j'ai eu le temps de regarder le lit d'une Fundi du côté de Yuma Bango. J'ai vu que l'eau était devenue noire. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Quand vous regardez le lit d'une Fundi au niveau des brasseries, vous voyez qu'après les eaux, l'eau a une certaine couleur, la couleur d'une rivière. Parce qu'un travail a été fait. Mais après, vous allez voir qu'il y a les plastiques qui sont jetés dessus. Quand vous regardez les inondations dans les quartiers, c'est dû à quoi? C'est parce que les gens viennent, ils trouvent les bacs à ordures, mais ils versent les ordures dans les rigoles. Alors, il faut se dire une chose. C'est quoi? C'est que nous sommes nous-mêmes responsables de nos maux. Parce qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire que le gouvernement, on ne peut pas mettre un gendarme derrière tout le monde. Il y a deux types de façons de voir. Quand vous allez dans un amphi, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui aime sa personne, qui aime son métier, et l'autre qui ne l'aime pas. Quand vous voyez un enseignant, il est bien, un enseignant d'université, il vous dit qu'il est enseignant d'université, il est bien portant, il est bien. Mais vous voyez un autre, vous avez à peine de penser qu'il est enseignant d'université, parce que lui, en fait, il ne se prend pas en considération. J'ai l'impression que les Camerounais, certains ne se prennent pas en considération au point où ils essaient d'infecter le pays avec ça. Moi, j'ai du mal à comprendre que des gens prennent des ordures ménagères, ils viennent verser dans les égouts. Et lorsqu'il y a une inondation, ils sont les premiers à filmer avec leur... Regardez ce que le gouvernement a fait. Mais, écoutez, moi je dis une chose, c'est quoi? C'est qu'il faut bien qu'on sache une chose. Le gouvernement a mis... Vous voyez, aujourd'hui, il y a des rigoles, il y a des rues, on est en train de construire des autoroutes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bien beau. J'ai vu lors du Chan que tout le monde a célébré dans le monde entier. Je rappelle que c'était la première compétition post-Covid qui a eu autant de monde. Mais vous avez vu sur les stades, les gens avaient les pieds sur les chaises. En tout cas, on retient qu'il y a un problème d'éducation. On va sortir avec vous. C'est pour cela qu'il faut se dire une chose. L'histoire, la question d'insalubrité que vous posez, c'est une très bonne question parce que nous sommes en début de saison de pluie. Les inondations qui vont suivre à Douala et à Yaoundé, il faut bien que les populations sachent que c'est à cause d'eux-mêmes. Alors s'ils veulent aujourd'hui que ça s'arrête, d'abord il faut prendre des initiatives. Il faut qu'eux-mêmes commencent par prendre des initiatives. C'est-à-dire à enlever ces saletés qu'ils ont mis dans les égouts et ils peuvent solliciter les mairies. Parce que ça commence par là. Maintenant, par la suite, il faut dire que oui, le gouvernement aussi dans sa logique, surtout que nous sommes en période de décentralisation, et c'est là où les polices municipales sont importantes. Et ces polices municipales doivent être hautement répressives. Parce qu'il faut se dire une chose. Généralement, quand on vous a dit non, on vous parlait de démocratie, de droits de l'homme, ainsi de suite. Mais vous ne savez pas que quand vous mettez ces ordures-là, vous pouvez tuer un enfant qui était peut-être couché chez lui. Et quand l'inondation est venue, qu'il n'y a personne, il se met à se et non seulement ça va créer des inondations, à n'en plus finir. On sait également que dans quelques recoins du Cameroun, vous avez évoqué le glissement de Ngouaché, qui a été un moment très difficile pour les populations camerounaises. Mais ce n'est que le début, surtout quand on sait que le lit des grands fleuves du Cameroun, le cas du Vori à Douala, lorsque ça va mal, avec de fortes inondations, lorsqu'on a une pluviométrie abondante, on a du mal à conserver cette eau et cette eau revient dans les quartiers, c'est difficile à gérer. Dans les marécages où les gens ont construit, parce que les gens disent que nous on n'a pas l'argent, mais on construit. C'est ça le problème. Mais, sauf que la question, peut-être qu'on va essayer d'évoluer dans le débat et on sortira aussi de cette thématique. La question, c'est de voir l'occupation anarchique par les populations être faite. On n'avertit pas, mais lorsqu'on se rend compte du danger, peut-être qu'il faut un conseil, peut-être qu'il faut une délibération au niveau du conseil municipal pour dire allez à tel endroit, à poser les croix de Saint-André, mais ce qui ne donne toujours pas la raison à ces personnes de déguerpir de cet espace, on les laisse construire, parfois moyennant quelques billets de francs CFA, ces personnes y restent, mais en cas d'inondation, on interpelle les pouvoirs publics. Pourquoi ça persiste, docteur Joël? Et quelle est donc la solution qui soit peut-être entre guillemets miracle pour les pouvoirs publics? Et sans oublier qu'il y a des espaces à Yaoundé comme à Douala qui sont remblés par les populations alors que c'était du marécage avant. Quelle thérapie de choc à mettre sur pied pour qu'on n'ait pas de regrets dans les jours qui arrivent?
Oui, à mon niveau, je pense toujours que la solution pour une ville propre, une ville décente, une ville sécurisée pour toute la population viendrait du gouvernement. Déjà parce que je me dis, oui, c'est vrai, il y a des lois, c'est vrai, il y a des politiques qui sont mises sur pied, c'est vrai, il y a un effort de décentralisation, mais nous ne ressentons pas encore sur le terrain l'implication de l'action de l'État. Puisque rien qu'avoir par une observation simple, une observation sociologique d'un citoyen lambda, que je peux me prétendre être pour l'instant, regardez comment sont construits nos quartiers, d'une manière anarchique, pas de plan d'urbanisation, pas de plan de lotissement, pas d'accès. Puis pas de plan d'évacuation des eaux, les eaux usées entre autres, hein, parce qu'on se bat tant bien que mal. Après, il y a des gens qui construisent même sur cette desserte-là, et la mairie ne fait rien. Oui, Serge. Encore plus, les quartiers se développent, mais le travail des mairies ne suit pas avec des voies d'accès. Regardez les nouveaux quartiers comme évoqué tout à l'heure mon confrère, les quartiers comme Yomaba en Colbisson, les nouveaux quartiers, même là où nous sommes actuellement, il n'y a pas de dessert dans les sous-quartiers. On appelle ça sous-quartier parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voirie bien conçue. Ce sont des chemins que se ferait la population. On se dit donc, on se pose donc une question aujourd'hui. Est-ce que la communauté urbaine, est-ce que les communes de Yaoundé sont conscients du fait que le développement d'un quartier pour un quartier décent suit également avec l'action, surtout au niveau de la voirie, ne serait-ce qu'à ce niveau. Comment est-ce qu'une voiture des ACAM irait porter des ordures au bas-fond d'un quartier s'il n'y a pas d'accès? Merci. Docteur Emmanuel Désiré à Tangana, on va sortir de la question liée à l'insalubrité, le désordre urbain dans la ville de Yaoundé. Ces derniers temps, on a observé quand même qu'au-delà du travail qui est effectué par l'entreprise principale en charge de la collecte des ordures dans les villes du Cameroun, il n'y a que certaines communes d'arrondissement, certaines mairies se sont engagées à mettre sur pied des équipes de ramassage d'ordures. On parle de cette transformation-là, la biomasse peut-être qui pourrait arriver et dans les mois qui viennent au Cameroun. Est-ce que le plan B proposé par les mairies est un plan qui va porter des fruits? Parce que dans tous les quartiers de Yaoundé, ou alors tous les quartiers de Douala, on n'a plus beaucoup cette entreprise-là qui travaille, mais il y a des petites voiturettes au bord desquelles vous avez des jeunes qui aussi, dont l'âge aussi autour de 20 ans, qui font ce travail assez exceptionnel ces derniers temps. Non, nous disons qu'il n'y a pas de plan B. Les mairies ont le rôle de pouvoir justement définir des conditions d'hygiène et de salubrité dans leur circonscription. C'est leur rôle donc justement de pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle elles peuvent travailler avec des associations ou alors elles-mêmes créer en leur propre sein justement des commissions en charge donc justement de ce domaine. Et quand vous l'aurez compris, vous comprenez justement que les mairies ont un rôle très fondamental à jouer justement en matière d'hygiène et de salubrité au Cameroun, parce que ce sont d'abord les collectivités locales qui travaillent de manière assez rapprochée avec leurs administrés et par la suite donnent la possibilité au pouvoir central de définir davantage justement des politiques générales. Revenant donc justement dans ce contexte où on convoque justement la responsabilité de la mairie, il faut quand même noter, au regard de la loi qu'on a citée, la loi de 2004, que justement on donne la possibilité, soit à l'État, soit aux mairies, ou alors même aux tiers, de pouvoir initier des procédures en lotissement. Quand on le dit, on donne également, lorsque vous le faites, on vous demande également de prévoir des dessertes pour pouvoir justement permettre la facilitation, la facilité pour des tiers de pouvoir justement passer d'un point A à un point Z, et surtout de pouvoir également permettre aux services d'évacuation de pouvoir jouer leur rôle. Et on continue à le dire, lorsque vous avez même la possibilité de construire un immeuble, il faudrait toujours vous rassurer justement que cet immeuble est à proximité justement des mécanismes d'écoulement des eaux usées. Et si vous ne pouvez pas le faire, on vous demande de vous rapprocher des autorités compétentes qui doivent justement vous aider dans ce sens. Vous comprenez que le législateur a voulu définir ici une certaine synergie où il a convoqué au moins 4 acteurs, c'est-à-dire l'État d'abord, les collectivités locales, bien évidemment les régions. Nous avons bien évidemment également
la maïture qui joue un rôle très prioritaire avec les fonctions, les missions qui lui sont dévolues en matière de lotissement et bien évidemment l'initiative privée. Mais il arrive parfois justement que des tiers, personnes physiques ou morales, viennent à construire sans bien évidemment donner la possibilité même au mairie de pouvoir vérifier. Pour construire une maison, il y a bien évidemment un permis. D'abord d'implanter un permis de bâtir qui doit suivre. Et parfois même, et pour que vous puissiez avoir un permis de bâtir, et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes construisent de manière anarchique, il faut d'abord justement qu'il y ait l'expertise d'un géomètre, au-delà du géomètre, bien évidemment, d'un expert assermenté, qui va justement évaluer le coût de votre maison. Et vous voyez le véritable problème, le coût de votre maison, pour que vous puissiez bénéficier de ce permis-là, est évalué à 1%. Et si par exemple vous construisez un duplex de 100 millions par exemple, de masse de 100 millions, j'ai pris un cas simple, pour construire par exemple un duplex évalué à 100 millions par un architecte assermenté, va peut-être vous demander 10 millions par exemple. 1 million. Et les Camerounais peuvent faire fuir donc cela, parce que les 1 million vous devez donc les verser justement au service de la mairie. Les Camerounais vont encore, en fait pas les Camerounais, certaines personnes préfèrent justement trouver des voies frauduleuses, autant pour moi, pour éviter justement de reverser ce fonds-là. Ils préfèrent construire donc. Alors qu'il y a une nécessité tout de même d'être informé sur les dangers qui pourraient survenir. Et malheureusement, on peut également vivre des catastrophes comme Guaché, qu'on a convoqué ici. Pourquoi? Parce que justement, lorsque vous occupez de manière anarchique une zone qui a été définie comme une zone sinistrée, dangereuse, il faudrait maintenant vous remettre à la volonté de Dame Nature, qui elle, malheureusement, ne trompe pas forcément. Donc, à mon sens, je pense que des efforts, des responsabilités sont partagées dans la mesure où l'État doit continuer dans son rôle de communication, dans son rôle, bien évidemment, d'enseignement, dans son rôle d'éducation, afin de pouvoir justement mettre à la disposition du Camerounais lambda, justement, ces textes qui sont bien ficelés en amont, pour que le Camerounais lambda puisse, bien évidemment, justement, savoir ce qu'il doit faire. Car vous savez qu'en matière de loi, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Merci. Et lorsque vous avez déjà connaissance de la loi, c'est à vous de l'appliquer ou non. Si vous ne l'appliquez pas, il y aura bien évidemment la répression. Elle peut venir des autorités, comme elle peut venir dans la nature. Merci, docteur Emmanuel Désiré Tangana. On va mettre un terme à cette thématique, le temps d'aborder la dernière de ce soir. Elle a trait au Covid-19 au Cameroun. Le message diffusé dans les églises de réveil. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi a interpellé à cette occasion ces églises. Il y en a pratiquement milliers qui existent au Cameroun, mais à peine une trentaine ont reçu une autorisation légale pour fonctionner au Cameroun. Mais sauf que derrière cela, les églises qui sont installées de manière anarchique et illégale au Cameroun diffusent des messages qui rament à contre-courant de la volonté politique des pouvoirs publics à œuvrer de manière efficace contre le coronavirus. Simon Pierre Mettingué, c'est bien compliqué. Simon Mettingué, nous sommes le vendredi. Pierre et Simon. ça arrive souvent, Simon Mettingué. La question, c'est voir la sortie du ministre pour la Tangandi qui dit que la tolérance a assez duré pour ces églises qui fonctionnent sans autorisation, qui demandent à leurs fidèles de ne plus arborer les masques, qui demandent également à leurs fidèles de rester dans une logique de croire que le coronavirus n'existe pas au Cameroun, c'est une maladie des autres, et qui a un autre discours assez dur vis-à-vis des pouvoirs publics. Le ministre pour la Tangandi frappe du poing sur la table, il est prêt à sévir. Comment appréciez-vous ce type de comportement de ces églises réveillées au Cameroun? Moi, je crois que ces églises sont des églises, comment dire, c'est une activité dangereuse. Il y a une activité dangereuse et criminelle en même temps. Parce qu'il faut se dire une chose, ils fonctionnent comme dans un état clandestin. On ne peut pas être sous la couverture d'un état et vouloir enfreindre les lois de cet état-là, surtout quand il s'agit de la sécurité des biens et des personnes. Je crois que le ministre Tangandi est dans son rôle. Et je crois qu'il devrait aller même plus loin, il devrait accélérer les choses parce que avant même la Covid-19, nous en avions déjà un peu marre de tout ça. Il y a pratiquement une trentaine d'églises qui sont reconnues parce que légalisées, parce que les gens ne comprennent pas très bien pourquoi est-ce que la législation camerounaise prévoit une autorisation. Vous savez qu'il y a certaines églises qui peuvent manipuler les consciences, qui manipulent les esprits à des desseins malveillants inavoués. Et donc l'État,
qui est garant de notre sécurité, même de notre sécurité mentale et même de notre sécurité spirituelle, a le devoir de veiller à ce que nous sommes amenés à consommer, que ce soit de façon charnelle ou spirituelle, soit sain. Et justement, il y a des prébandiers et des petits voleurs qui, la nuit, dans des histoires de sorcellerie, ont cru bon penser qu'ils avaient des vocations alors qu'ils n'en avaient pas. Et c'est eux qui diffusent des messages de ce genre. Et on ne peut plus laisser continuer, perdurer cela. Il faut bien qu'on frappe le point sur la table. Je crois que le ministre Atangandji, qui est quelqu'un de téméraire et de dynamique, va certainement régler... Est-ce que la tolérance administrative, qui est souvent mise en avant au Cameroun, ne rattrape pas finalement les pouvoirs publics? Parce qu'on sait que les gens évoluent sans autorisation, fonctionnent dans un système où on peut tout dire sauf rien, on peut indexer, on peut incriminer les pouvoirs publics, on peut même aller contre de grosses campagnes. Le coronavirus concerne toute la planète Terre, mais des gens se permettent, alors des pasteurs dans leurs églises réveillées se permettent de distiller un message qui soit contraire au gouvernement de la République. Et ce n'est pas l'occasion de sévir, de fermer même lorsqu'on a des éléments de preuve que dans telle ou telle autre église, ce type de message qui vise à ne pas respecter les mesures barrières, par exemple, est distillé. Est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à la fermeture? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on attend? Le ministre, quand il fait une communication pareille, c'est qu'il a quand même les éléments. Je pense quand même que la tolérance administrative, même si on doit la condamner, elle est compréhensible. C'est-à-dire qu'une église peut, dans l'attente de l'agrément, je ne sais pas quoi, de l'autorisation, peut commencer à exercer. Si elle exerce suivant les canons républicains, et que, parce qu'il faut se dire une chose, les églises participent à la paix sociale. Si une église milite pour la paix sociale, elle n'est pas nocive. Maintenant, l'autorisation peut durer le temps de se rendre effectivement compte de l'effectivité de la bonne foi de cette église-là. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des églises qui relèvent du charlatanisme, qui évidemment, dans des moments comme ça, trouvent des voies et moyens de distiller des messages sataniques et d'enrôler et même de je sais pas quoi, de pervertir même un certain nombre de messages. Quand les scientifiques et même l'État, même dans la Bible, pour ceux qui sont des chrétiens, je crois qu'il y a un passage où Jésus dit à César ce qui est à César. Ça veut dire que les lois de l'État ne peuvent pas être tronquées. Ça veut dire que si quelqu'un pense qu'il peut tronquer les lois de l'État et qu'il dit qu'il est chrétien, ainsi de suite, il n'a rien compris de la Bible. Donc je crois que aujourd'hui le ministre Atangandji est dans son rôle et il doit frapper, non pas du poing sur la table, mais il doit mettre tous ces brigands. On nous appelle, ce n'est pas des églises, c'est des brigands. Il faut les mettre hors d'état de nuit, c'est clair. Docteur Joël, on remet au devant de la scène cette manière pour les pouvoirs publics à toujours tolérer. C'est vrai que la même question qui a été posée à Simon Mettinguet revient. Est-ce que ce n'est pas la tolérance administrative en ce qui concerne le fonctionnement des églises qui rattrape les pouvoirs publics au Cameroun aujourd'hui? C'est-à-dire que vous avez une campagne qui est menée des mains de maître, je veux dire dans le fond, par le chef de l'État, et qui a donné des prescriptions claires au gouvernement de la République, relayées par le chef de gouvernement, et le ministre Paul Atangandji constate que les églises réveillées vont contre le discours de l'État du Cameroun. Ceci, on a en face des personnes qui sont dans l'illégalité totale, ce sont des hors-la-loi. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour sévir et rétablir l'équilibre et l'ordre dans le fonctionnement des églises de réveil au Cameroun? Oui, il faut d'abord dire que la prolifération des églises réveillées au Cameroun relève d'abord d'une manière du désordre urbain même. Puisque les pratiques qui font cours dans ces églises, la manière, la sonorisation, les nuisances sonores, des voisinages et tout. Bon, aujourd'hui, on peut te dire, en parlant de tolérance administrative, l'État a aussi un regard social. Pourquoi? Parce que, tel que disait Jean tout à l'heure, l'église d'abord pour fondement la paix sociale, la culture de la paix sociale. Alors, si l'État a pu laisser jusqu'à aujourd'hui proliférer ces églises, c'est peut-être parce que pour un premier début, l'État avait pour souci d'encadrer un certain nombre de consciences de sa population autour de la paix, autour d'une croyance en un être suprême. Bon, on se rend donc compte aujourd'hui que cette liberté donnée par les églises, au nom de la loi de la liberté d'association, tout, coûte cher à l'État aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les promoteurs de ces églises-là sont devenus des entrepreneurs.
des entrepreneurs qui aujourd'hui sont prêts à vendre de n'importe quoi aux populations pour s'acquérir de leurs croyances, pour s'acquérir d'une manière ou d'une autre, pour embrigader les consciences des uns et des autres. Il est donc normal qu'à un certain moment, au nom de la raison de l'État, que le ministre Katanga puisse revenir sur le rôle fondamental de l'État qui est la sécurité de la population. Vous êtes censé savoir comment aujourd'hui que le virus de la Covid n'est pas seulement une question d'une seule personne. C'est une question pour arriver à endiguer sa propagation. Il faut toucher toutes les sphères de la population qui peuvent d'une manière ou d'une autre contribuer à endiguer l'évolution de ce virus. Il est donc normal aujourd'hui que l'État puisse frapper du poing sur la table pour pouvoir dire à ces gens, si vous n'êtes pas avec nous, nous allons vous mettre de côté, quitte à ce que nous puissions protéger notre population de la prolifération de la Covid. Le ministre, en tout cas, rentre dans son rôle, celui de rétablir, d'avertir. C'est vrai que le gouvernement prend souvent du temps pour trouver des mesures idoines, peut-être de censurer, ou alors d'avoir les éléments clés. Merci, Dr Joël Souli et Dr Emmanuel Désiré Tangana sur la question relative à la saisie, ou alors à une certaine volonté manifeste du gouvernement de la République de voir rétablir les équilibres. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'interpeller les églises qui sont soupçonnées de diffuser un discours qui vise à amener les populations camerounaises dans une période en pleine Covid comme celle-ci, à ne pas respecter les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics? Est-ce que le ministre ne peut pas profiter de l'occasion pour faire le recensement des églises autorisées au Cameroun et demander celles des églises qui fonctionnent et qui ne sont pas dans le fichier à se mettre en règle ou alors carrément à fermer boutique? Non, nous alignant bien évidemment au communiqué ou à la lettre du ministre de l'administration territoriale, nous constatons quand même qu'il y a quelques zones d'ombre qu'il faut quand même relever. Vous savez que la loi elle est due, mais elle est due pour tout le monde. Le ministre de l'administration territoriale a réussi à consacrer, à octroyer un statut juridique aux églises de réveil au Cameroun. Parce qu'il faut le noter, au regard de la loi de 90, le législateur n'a pas prévu un statut juridique pour les églises de réveil. Mais quand vous lisez la correspondance qui est adressée aux différents gouverneurs de région, ils convoquent justement les églises dites de réveil. Ça pose quand même un problème dans la rédaction administrative. Il faut d'abord le souligner parce que plus tard, ces personnes qui seront indexées pourront justement utiliser cette correspondance et même justement l'objet et également les destinataires pour justement saisir les juridictions compétentes. Donc faisons attention lorsqu'on rédige justement des correspondances administratives. À mon sens, le ministre doit toujours faire l'effort de se rapprocher de la cellule juridique de son département qui, je pense, a une expertise assez huilée dans ce sens-là. J'espère qu'il l'a fait. Non, je pense que le ministre a quand même pris toutes les mesures. C'est pour ça que je suis en train de dire. Il est prudent dans sa démarche. Nous espérons qu'il a eu à le faire. La loi camerounaise ne parle pas des églises de réveil. La loi camerounaise convoque deux types d'églises. Associations religieuses, associations congrégationnistes. Alors quand vous convoquez les églises de réveil, quelle catégorie? Vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Si on me demande de définir ce que c'est qu'une église de réveil, j'aurais du mal à la définir. Moi. Est-ce que vous pensez que le ministre n'a pas atteint la bonne cible? Non. Peut-être qu'il a une idée. Et comment laisser prospérer ces églises au Cameroun? Il a eu une très bonne idée. Il a eu une très bonne idée, c'est-à-dire, l'idée c'est d'assainir l'espace culte pour pouvoir préserver justement un droit qui est constamment reconnu, le droit à la santé, il faut le souligner. Mais il a utilisé la mauvaise méthode, c'est-à-dire, il a touché, il faut le dire ici, une cible qui n'existait pas en droit camerounais. À mon sens, si le ministre s'était limité à dire certains leaders d'associations religieuses font ceci, on aurait compris le ministre, moi également. Ça, je le dis aujourd'hui. Il faut aussi comprendre que le ministre, est-ce que cet acte est un acte juridique ou un acte politique? Voilà, c'est ça le truc, puisque lui, le ministre est un acteur politique. C'est très dangereux. Non, il est un acteur politique et il dit les églises de réveil. Maintenant, s'il doit sommer une église, il ne va pas écrire église de réveil, il va écrire église tel nom. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, par exemple, avec les enquêtes menées sur le terrain, c'est-à-dire s'il a les éléments de preuve, est-ce qu'il ne peut pas nommément citer les églises? Non, le discours politique
sauf si vraiment le discours politique ne s'accommode pas de ce type de précision. Et dans la logique de ne pas, dans un premier temps, stigmatiser, en fait, cela relève d'abord d'une sensibilisation. Même une sensibilisation répressive. Voilà les églises réveillées. En fait, les églises, ce sont des nouvelles églises, des nouvelles tendances religieuses. Ça, c'est cela. Ça, ce n'est pas le droit. Ça, c'est la politique. Il dit, en homme politique, il dit les églises, puisqu'il utilise un langage compréhensible. Maintenant, parce que un langage familier, en parlant de ces églises de réveil dans son communiqué. Puisque l'homme politique, lui, il a un langage. Il a une cible. Parce qu'en parlant de certaines églises, la cible est éparse. Mais quand il dit les églises dites de réveil, ça dit que nous tous nous comprenons. Même vous ne pouvez pas utiliser un discours politique dans le champ juridique. C'est très dangereux. Sinon, nous sortons de la coercition, la répression. Coercition qu'il a convoquée lorsqu'il a demandé justement au gouverneur et justement au préfet de veiller et de fermer ces églises. Vous comprenez un peu. La question est de savoir si le droit camerounais donne qualité également au préfet et au gouverneur de fermer les églises. Vous avez donc compris que les deux autorités ont qualité pour le faire. Nous sommes dans un discours purement juridique, purement répressif, et nous disons que le ministre doit faire attention lorsqu'il le fait. C'est-à-dire, le ministre lui-même peut le faire, il peut suspendre une association religieuse pour une durée maximale de 3 mois. Lorsqu'on estime que cette association-là, pour des actes qui font obstacle à l'ordre public et qui n'obéissent plus à l'objectif qu'elle a défini dès le départ. Ou alors, après avis motivé du préfet. Et la deuxième information, c'est le chef de l'État lui-même qui peut maintenant dissoudre une association religieuse lorsque, justement, le ministre lui a donné des informations qu'on a su évoquer, c'est-à-dire que à l'ordre public et que, justement, l'exemple en question ne respecte la réglementation en vigueur. Mais la question est de savoir si le discours politique, c'est-à-dire on a lu, et je me réjouis que le représentant du RDPC constate avec moi, justement, que la correspondance du ministre est une correspondance à connotation politique. Vous comprenez? J'aurais pu prendre la sensibilisation. Et qui, justement, demande également qu'on puisse appliquer une sanction juridique. À mon sens, nous disons que nous sommes d'accord pour qu'on puisse, justement, déjà définir tout cela et cela. Il n'y a pas que les églises de réveil, hein, il faut le souligner. Il y a plusieurs... qu'on puisse déjà définir les églises de réveil qui, justement, se sont liguées contre le discours du chef de l'État, c'est-à-dire le discours que le chef de l'État a sorti le 31 décembre passé, nous rappelant justement de respecter les mesures barrières et ainsi de suite. Et par la suite, comme on l'avait dit, arrêter justement une liste et chercher à les châtier. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire les suspendre, ainsi rechercher les coupables. Mais à mon sens, la formulation du communiqué pose problème. Parce qu'en droit camerounais, on ne reconnaît pas justement ce que c'est qu'une église de réveil. Parce que si vous allez même dans les congrégations catholiques, on risquerait de retrouver les églises de réveil là-bas. En tout cas, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est que les personnes concernées par la question se sont quand même retrouvées. Quel était l'objectif? Docteur Tangana, quel était l'objectif? J'ai cru entendre, selon ma compréhension de la correspondance, vous avez évoqué certains éléments qui me permettent de revenir un peu sur la question. Parce que quand il dit, le ministre a parlé des églises de réveil, des églises qui ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas d'autorisation. En ce moment, n'est-ce pas, on pourrait s'entendre que c'est un discours politique. Pourquoi? Parce que ne pas évoquer, vous avez évoqué 2 catégories de confessions religieuses tout à l'heure. Oui, vous nous avez fait perdre cela tout à l'heure, n'est-ce pas? On se dit donc, à partir du moment où aucune de ces catégories n'a été citée dans la correspondance et que le ministre fait part des églises qui n'ont pas d'autorisation, puisqu'on saura les classer aujourd'hui soit dans l'une, soit dans l'autre catégorie. Il faut faire très attention. Parce que justement, donc, il parle aujourd'hui du monde anarchique. Le syllogisme du ministre, voici le syllogisme. On prend par exemple le syllogisme de Socrate. Socrate est un mortel. Socrate, bien évidemment, comme il est mortel, il va mourir, n'est-ce pas? C'est un homme. Et comme il est un homme, il est mortel. Le ministre dit ceci: les églises, certaines églises de réveil, n'est-ce pas, ne respectent pas le discours prôné par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Ces églises-là sont des églises certainement qui n'ont pas d'autorisation.
Ça, c'est le ministre qui le dit. En d'autres termes, on comprend que les églises qui n'ont pas d'autorisation relèvent donc justement la catégorie des églises de réveil. Est-ce vrai pour autant? Non, je voudrais dire une chose. Je crois que c'est une interprétation partielle du communiqué du ministre. Parce qu'il faut se poser la question de savoir le message était destiné à qui? Le message était destiné parce que ceux qui se reconnaissent être d'abord des églises de réveil. Voilà. Qui n'existent pas. Il faut qui n'existent pas. Comprenons-nous. Et qui sont selon lui, qui n'ont pas d'autorisation selon lui. Il a ajouté par la suite que ces églises n'ont pas d'autorisation. Non, je sors par là, c'est mon temps de parole. Je sors par là, c'est mon temps de parole. Je dis ceci. En quelques secondes. Le ministre est un homme d'État. Vous comprenez? Quand on veut châtier, on pouvait prendre quelque chose de simple. Il a même fait ça, le ministre. Il a dit, vous dites par exemple, certaines associations religieuses qui ne sont pas reconnues pour des actes contraires à ceci, cela. Comme ces associations religieuses-là ne sont pas autorisées, alors je demande au gouverneur et ainsi de suite de veiller à leurs actions. Attention, vous pouvez. Ce langage-là, il est complexe parce que quand vous dites, quand vous globalisez certaines associations religieuses. Exactement. On regarde la loi camerounaise. Oui, certaines associations religieuses. Ça crée de l'amalgame. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je prends le cas par exemple de l'église catholique, c'est une association religieuse. Oui. L'église protestante. C'est une congrégation religieuse. Non, c'est une association. Congrégation. Il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Il faut relire la loi de 90. Il y a les associations religieuses et les congrégations religieuses. L'église catholique fait partie d'une congrégation religieuse, monsieur. Je vais dire que. Non, je vais la loi. Si ce n'est pas le cas, il y a des associations religieuses qui peuvent se sentir stigmatisées. Oui. Alors, et de deux, c'est pour ça que le ministre a précisé, il a circonscrit. Et ceux qui parlent de... Sauf si, bon, on va entrer dans le juridisme, mais le langage du ministre est un peu plus clair et précis. C'est pas un langage juridique, c'est un langage politique. Certaines associations religieuses qui n'existent pas, ce ne sont pas des associations religieuses. Non, écoutez, l'existant n'est pas que juridique. Un instant. L'existant peut être idéologique. Personne morale. Écoutez, c'est quoi la personnalité morale? Comprenons-nous. Qu'on fait les droits qui peuvent conférer. On va pas avancer. Le débat à ce niveau. Le débat est juridique. Mais c'est pas un ping-pong. Malheureusement, le temps ne nous aide pas beaucoup. Sauf que vous ne pouvez pas confisquer le débat sur le plan juridique, puisque la personne qui émet un message n'est pas une personnalité, mais une personnalité politique. Attention. Et elle s'adresse à des entités sociales. L'illégalité n'est pas politique. Moi, je vois dans la correspondance du ministre qu'il a tout le soin d'éviter. Il vous dit parce que quand moi, on va prendre quelques points du communiqué du ministre qui instruit d'ailleurs le gouverneur. Il parle de la dérive de certaines églises dites de réveil en rapport avec la lutte contre la propagation du Covid-19. Il dit que certains pasteurs interdisent à leurs fidèles le port du masque, d'autres rejettent le protocole de traitement validé par le gouvernement de la République. D'autres encore ont une forme de charlatanisme prétendant que le coronavirus n'existe pas et que quand bien même cette maladie existerait, il suffirait de lever des prières ou s'en prémunir. Pour s'en prémunir, il y a même d'autres qui prétendent administrer un traitement aux malades atteints de Covid-19 à base d'eau simple qu'il présente aux fidèles comme étant de l'eau bénie. Voilà, entre autres éléments qu'on peut retirer dans ce communiqué-là. En tout cas, le ministre reste dans une sorte de campagne de sensibilisation et aussi de persuasion de ceux qui font ce travail. Merci de le dire, parce on va sortir de l'émission, on arrive au terme de l'émission malheureusement. 30 secondes, il y a des éléments qui concordent à ce que je dis. Un, il vous dit pasteur. De deux, il vous dit église de réveil. Non, il a dit certains. Non, je note certains pasteurs. Certains. Il y a certains à côté, mais il a dit pasteur. Il a dit certains. Alors, on vous dit que, sachez une chose. Le prêtre est un pasteur en droit camerounais. Il faut faire que attention à ce que je vous en vous dire. Ne vous enfermez pas dans le juridique. Je ne m'enferme pas du tout. Ne vous enfermez pas dedans. Alors, il vous dit ceci. Il vous dit une chose. Le ministre. Et puis, il termine en disant, il termine au terme de l'émission. Le ministre dit, face à ces agissements dangereux, s'il vous plaît, le ministre dit, face à ces agissements dangereux pour la population, je vous prescris de procéder à la fermeture systématique des églises dont les pasteurs
pasteurs tiennent des discours contraires aux mesures édictées par le gouvernement de la République donc voilà, pour freiner la propagation du Covid-19, les pasteurs devront en outre être interpellés pour répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. En tout cas, c'est entre autres faits. Malheureusement, ça m'a retenu de l'émission. On y reviendra. Merci, docteur Emmanuel Désiré. Merci, pour la proposition. Merci. Voilà, Simon Metsengue. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, le même sourire. D'ici là, portez-vous bien. Et restez en combat des programmes de Camdis TV. Nous évoluons ensemble. Au revoir.